Et notre invité ce soir, c'est Siam Spencer. Bonsoir, bienvenue sur le plateau de France 5 Côte d'Azur. Vous êtes journaliste, vous avez 26 ans, vous exercez en tant qu'indépendante depuis 4 ans pour des radios nationales et vous publiez demain aux éditions Robert Laffont, La Laverie, un livre enquête sur le quartier des Moulins à Nice où vous avez vécu pendant 7 mois. C'était pas un choix, hein, vous y avez vécu parce que vous ne pouviez pas vous loger ailleurs et vous avez découvert ce quartier qui est gangréné par la violence, par la drogue. On va longuement y revenir. Mais d'abord, le choix de ce titre, La Laverie. Pourquoi La Laverie ? C'est le nom du point de deal qui avait à quelques mètres de chez moi, donc le point de deal de La Laverie, qui est le plus gros point de deal des Alpes-Maritimes pour le coup. Et donc, c'est ce sur quoi votre quotidien s'est centré, en fait. Hein. C'est un peu le centre du quartier. C'est ça, que j'ai découvert d'abord, notamment avec mes oreilles, avec les sapasses des guetteurs qui étaient quand même très présents, parce que justement, j'étais proche de ce point de deal. Et après, qu'on découvre aussi avec les odeurs de cannabis, et parce que tout simplement, je vivais juste à côté. Donc, je voyais aussi beaucoup de choses. Alors, votre livre, c'est vraiment un récit, hein, c'est votre quotidien. C'est aussi un livre de journaliste, une enquête. Il commence avec un rituel assez saisissant. Vous expliquez que tous les soirs, vous descendez le matelas de votre lit à même le sol pour dormir le plus bas possible par crainte de recevoir une balle perdue, parce que c'est arrivé à une jeune fille à Marseille qui en est décédée. Ça veut dire qu'habiter au Moulin, c'est craindre pour sa vie, même lorsqu'on est chez soi ? Alors, il y a de ça. Après, c'est pas tout le temps, parce que ça ne tire pas tout le temps, mais il y a quand même ce sentiment en sous-marin qui est un petit peu là, où on se dit, en fait, ça peut arriver, ça peut tomber sur moi. Et pour le coup, moi, ça s'est transformé en cette habitude de mettre mon lit par terre. Après, il n'y a pas non plus un climat où dès que je sortais de chez moi, je me disais, ah bah tiens, là, je peux me prendre une balle ou quoi que ce soit. Mais ça reste quand même une possibilité, un petit peu plus que dans d'autres endroits, en tout cas à Nice ou dans les Alpes-Maritimes. C'est quand même une violence latente qui est présente, même si elle n'est pas permanente. Vous décrivez aussi une chose qui est très intéressante dans le livre, c'est le processus de recrutement de ce qu'on peut appeler les petites mains, les guetteurs, notamment ceux qui disent ça passe. Ce sont souvent des mineurs isolés, c'est-à-dire des étrangers qui sont arrivés en situation irrégulière, qui n'ont pas de parents et qui sont rattrapés par les dealers. Comment ça se passe ? Comment ils se retrouvent au Moulin, ces jeunes ? Alors, il y a beaucoup de manières de se retrouver au Moulin. Il y en a certains qui sont recrutés directement de l'autre côté de la frontière, en Italie, et d'autres qui sont recrutés, pour le coup, plutôt dans des squats, où on va venir les voir, leur dire, ben voilà, pour 80 € la journée, tu fais le guet, tu as un boulot, un logement, et si tu consommes justement du cannabis, par exemple, ta consommation gratuite. Et en fait, c'est quand même des jeunes qui sont très vulnérables, seuls, et qui souvent n'ont pas d'autre choix, qui ont du mal à trouver du travail autrement pour subvenir à leurs besoins. Donc il y a beaucoup de manières d'être recruté, aussi par le bouche à oreille qu'il peut y avoir, il y a un copain qui fait ça, on se dit bon bah tiens, peut-être que moi ça va être ma manière à moi de m'en sortir pour quelque temps. Donc ces jeunes, ils font partie du problème et en même temps ils sont des victimes des dealers, hein, des dealers plus importants. Ils ont aussi été à un moment victimes probablement d'habitants des Moulins qui en avaient ras-le-bol. C'est ce que vous décrivez dans le livre. Vous parlez de la révolte contre les blédards. Il y a eu un épisode de violence assez intense qui a frappé ces jeunes. Oui, c'est ça. Pendant plusieurs jours, en fait, les habitants des Moulins qui se sont révoltés et qui, en fait, attrapaient ces guetteurs, ces petits dealers-là qui ne viennent pas du quartier. Et il y avait des passages à tabac, notamment. Et c'est aussi une colère qui s'exprime sur ces mineurs isolés, mais qui est symptomatique de quelque chose de beaucoup plus grand, de tout un tas d'injustices qui peuvent être subies par ces habitants dans un quartier qu'on appelle sensible comme les Moulins. Alors dans cette affaire, l'enquête est toujours en cours. Il y avait une enquête qui avait été ouverte pour tentative d'homicide volontaire, violence aggravée, association de malfaiteurs. Elle se poursuit. On le voit hein, tout au long de votre récit, les habitants, ils subissent cette situation. Vous évoquez les victimes collatérales et ça s'est traduit de manière extrêmement dramatique après votre départ par cet incendie qui a fait 7 victimes au Moulin dans des circonstances atroces. Est-ce que pour vous, c'est un drame qui était prévisible ? Autant de morts d'un coup, comme ça, des gens qui n'ont absolument rien demandé, c'était pas prévisible. On peut
très entre guillemets, se dire qu'à un moment, il peut y avoir un mort dans le cadre de règlement de compte, etc. Autant 4 enfants, c'est quand même énorme. C'est quand même particulièrement choquant. C'est pour ça que ça a fait la une de tous les journaux, même au niveau national. Oui, parce qu'ils n'étaient pas du tout visés. Ils n'avaient rien à voir avec le trafic. Ce sont des pures victimes collatérales. Tout à fait. Il y a eu aussi cet épisode assez traumatisant où on a attaqué votre porte. Et là encore, il y a une forme de paradoxe. Quelqu'un a essayé de défoncer votre porte. Vous avez eu naturellement très peur. Et au final, ni la police, ni le bailleur n'a vraiment apporté de solution à votre problème, à votre inquiétude. C'est paradoxalement les dealers qui vous ont dit ça ne se reproduira plus. C'est ça, j'étais très en colère. Après ça, j'ai eu très peur d'abord et ensuite, la peur s'est transformée en colère parce que j'étais toute seule chez moi et c'est jamais très agréable quand ce genre de choses arrivent. Et donc, je suis allée voir justement les dealers du point de deal à côté de chez moi pour râler, pour dire mais ça va pas ou quoi. Enfin, je suis toute seule, j'ai eu super peur. Et après coup, j'ai quelqu'un qui est venu me voir, qui m'a donné son numéro de téléphone et qui m'a dit bon, bah, voilà, si jamais on revient t'embêter, tu m'appelles et on ne viendra plus t'embêter justement. Et j'ai pas eu de soucis pour le coup après. Donc oui, il y a eu de ça. On est quasiment dans un système mafieux finalement. Oui. Après, pour le coup, vraiment sur le quotidien dans ce quartier-là, il y a des moments forts comme ça, quand on entend des coups de feu, les moments où il peut y avoir des tirs de mortier d'artifice qui sont en fait juste des feux d'artifice, le moment où on pète cette porte, où c'est particulièrement visible, mais il n'y a pas que ça non plus dans le quotidien de la vie au moins. Et ça, on le découvre dans votre livre, il y a aussi un grand attachement à ce quartier et à ses habitants qui subissent parfois ces violences. Ça s'appelle La Laverie, c'est raconté de l'intérieur, sans concession et sans cliché, et ça sort demain.